Bonjour tout le monde, mon nom est Carla Benjivengo. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission en direct du bureau du maire où on reçoit le maire de Laval, M. Stéphane Boyer. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, Carla. Dites-moi, premier mandat en tant que maire municipal pour la ville de Laval, qui est une très grande ville. À l'aube des 100 jours, comment qu'on se sent? Bien, c'est-à-dire que je suis quand même assez content du travail qu'on a déjà pu accomplir dans les 100 premiers jours. On a, entre autres, là, passé une entente assez historique au niveau des premiers répondants qui va permettre de sauver des vies. On a posé un geste important pour créer un grand refuge entre Laval et la Rive-Nord. Il y a eu la réduction du salaire du maire également que j'avais mentionné en campagne électorale. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont déjà sur les rails et qui avancent bien. Et en même temps, après seulement 100 jours, j'ai l'impression que tout l'avenir est encore devant nous. Donc, il y a beaucoup de choses à réaliser, il y a beaucoup de potentiel à Laval. Et donc, il y a beaucoup de beaux projets là, qui s'en viennent que je suis impatient de pouvoir le dévoiler aux citoyens lavallois. Au niveau de la sécurité, parce que là, vous avez déjà abordé quelques volets, au niveau de la sécurité des ententes que vous parlez avec Urgence Santé, ça a été quoi les premières étapes pour arriver à une entente avec eux? Oui. Bien, une chose très importante, c'est qu'à Laval, dorénavant, nos pompiers vont faire office de premiers répondants. Ce que ça veut dire, c'est que quand quelqu'un fait un arrêt cardio-respiratoire ou qu'il y a un choc anaphylactique, les pompiers vont pouvoir être envoyés pour donner justement les premiers soins immédiats dans le cas où l'ambulance serait trop loin. Concrètement, c'est environ 1700 citoyens lavallois, lavalloises par année qui vont justement avoir besoin de secours en cas de crise. Et on estime que grâce à cette entente-là, il va y avoir soit un ambulancier ou soit un pompier sur place 4 minutes plus tôt. Okay. C'est littéralement là, des vies qu'on va sauver. Et ça, c'est un dossier qu'on travaille depuis plusieurs années, mais il fallait s'entendre avec Urgence Santé, avec nos pompiers. La Ville devait aussi mettre en place certaines facilités. Il va falloir donner des formations, avoir de l'équipement supplémentaire. Bien oui, parce qu'à la base, j'imagine que c'était les ambulanciers qui arrivaient sur le terrain en premier. Oui, bien en fait, ça ne change rien pour les ambulanciers, c'est-à-dire qu'ils vont toujours tenter d'arriver dans le meilleur temps possible. Mais comme les ambulances desservent tout le Grand Montréal, quand il y a un appel, ça ne veut pas dire qu'ils sont proches. Mais nos casernes de pompiers, bien, on a des pompiers partout sur le territoire, bien répartis dans tous les quartiers et qui, bien souvent, sont juste en attente de recevoir un appel. Donc, c'est pour ça que là, on va envoyer les pompiers, ce qui va nous permettre, dans bien des cas, d'arriver avant les ambulanciers. Donc ça va nous permettre, là, par exemple, s'il y a des manœuvres de réanimation cardiaque à faire, bien, de les faire 4 minutes plus tôt, ça va vraiment... Ça change quelque chose. Oh oui, ça va faire la différence. Bon, bien ça, c'est un premier volet. Vous m'avez parlé aussi d'un refuge faunique qui va être un des plus grands milieux là, urbains. Vous entrevoyez que ce soit un des plus grands milieux urbains au Québec. C'est quoi les premières étapes qui ont été faites? Qu'est-ce que vous entrevoyez faire là? Bien, je vous dirais, on a la rivière des Mille-Îles qui est vraiment un joyau en termes de biodiversité au Québec. Pour vous donner une idée, c'est le 2/3 des espèces vertébrées au Québec sont représentées sur la rivière des Mille-Îles. Donc, soit des tortues, des loutres, peu importe. Il y a vraiment là, un bassin de biodiversité incroyable qu'on retrouve rarement ailleurs dans la province. Ça grouille, là. Ça grouille. Ça grouille dans la rivière des Mille-Îles. Et c'est tout proche en fait, c'est dans le Grand Montréal, c'est tout proche de plein de municipalités, c'est tout proche d'environ 4 millions de personnes qui habitent à proximité de la rivière. Il y avait déjà un refuge faunique depuis les années 90, Éco-Nature, mais le refuge faisait seulement une vingtaine d'hectares. Ce qu'on est venu faire, moi j'ai demandé à la Ville d'identifier tous les terrains, soit des îles, des berges ou des forêts même à proximité de la rivière des Mille-Îles, qui pourraient être inclus au refuge. Donc, on a identifié pour plus de 500 hectares de terrain comme ça, municipal, qu'on avait acquis dans certains cas dans les dernières années, mais pour laquelle on n'avait pas de projet précis. Donc, on va tous les intégrer dans le refuge. Ça va permettre d'agrandir, de multiplier par 20 la superficie du refuge existant. Et c'est une démarche qui est pilotée par l'organisme Éco-Nature et qui, on l'espère, les villes de la Rive-Nord aussi vont se joindre à l'initiative. Certaines ont déjà manifesté beaucoup d'intérêt. Et à terme, là, on parle d'un refuge qui ferait peut-être environ 1000 hectares. Donc, ça risque d'être un des plus grands refuges fauniques en milieu urbain au Québec. Et ce que ça va permettre, ça, c'est de, 1, protéger l'environnement, mais de 2, aussi donner accès à la population. On l'a vu avec la pandémie, de plus en plus, les gens
souhaitent aller en nature, prendre des marches. Et je crois personnellement que si on veut que nos citoyens, que les prochaines générations fassent attention à la nature, bien, on doit aussi être capable de l'apprécier, apprécier sa valeur, sa beauté. Et donc, en donnant un certain accès quand même contrôlé à ces milieux-là, bien, je crois que ça va permettre de sensibiliser nos jeunes, toute la population en général, sur la beauté de l'écosystème de la rivière des Mille-Îles, puis de l'apprécier. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment un legs. C'est un travail conjoint avec l'organisme, avec la ville, avec les villes de la Rive-Nord. C'est un travail conjoint avec le gouvernement du Québec aussi qui doit autoriser ce projet-là. Mais si on y parvient, c'est que c'est vraiment un beau leg à laisser pour les générations futures. On va pouvoir dire que dans 50 ans, dans 100 ans, bien, la rivière des Mille-Îles va avoir été protégée. Puis combien de temps vous prévoyez pour parvenir à ce but-là ultime? Là? C'est quoi les étapes qu'on peut entrevoir? Ouais. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont l'intermédiaire dans un projet comme ça. L'organisme préparait le dossier depuis quelques années. Ce qu'il fallait, c'est un peu de leadership politique, administratif pour que les villes embarquent, que le gouvernement embarque. Nous, d'un côté, on a posé l'action, probablement la plus importante qu'on peut faire à notre niveau, a été posée au dernier conseil de ville, au dernier conseil municipal, en autorisant de disposer de ces terrains-là pour la refuge. Maintenant, la prochaine étape, c'est que le ministère des Fonds et des Parcs doit l'analyser, la demande. D'autres villes de la Rive-Nord doivent se greffer à l'initiative. Et il y aura des consultations publiques pour savoir justement est-ce qu'il n'y a pas des enjeux ou des particularités. Et on devra déterminer un règlement qui va définir qu'est-ce qu'on peut faire puis comment. Donc, est-ce qu'on permet la pêche ou pas? Est-ce qu'on veut des sentiers? Est-ce qu'on veut des navettes qui vont relier les îles? Est-ce qu'on veut permettre du camping ou pas? Puis si jamais on autorise certaines de ces activités-là, où? Parce que c'est peut-être pas, on ne veut peut-être pas ces activités-là n'importe où sur le territoire. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse avec Éconature, avec le ministère des Fonds et des Parcs. Qu'est-ce qu'on veut exactement comme accès à la nature? Quel genre d'activité qu'on veut permettre? Et une fois qu'on aura déterminé ça, on va adopter un règlement. Ça va venir figer un peu comment est-ce qu'on va protéger le territoire. Donc, dans votre campagne municipale, là, vous avez vu grand, vous avez bien fait. On parlait de, justement, préserver l'environnement. On parlait aussi de l'économie, l'habitation. Avec la mairesse de Longueuil, Mme Fournier, vous avez parlé d'une plateforme qui allait, en fait, c'est comme un sommet de l'habitation. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Absolument. En effet, pour moi, ça, c'est un dossier très important, l'habitation. C'est la plus grande dépense qu'une famille fait dans sa vie. Oui. Et là, ce qu'on remarque depuis, évidemment, le prix des maisons augmente toujours. Il y a l'inflation, la rareté des terrains. Mais là, ce qu'on a vu là, depuis le début de la pandémie, c'est particulier des augmentations de presque 20 de la valeur en un an. Donc, la plupart des maisons ont pris plus de 100 000 $. Et pour une jeune famille, pour un jeune professionnel, pour quelqu'un qui débute dans la vie... c'est pas accessible. C'est pas accessible. Et donc, je crois qu'on doit aider le plus possible les villes pour réduire les coûts de construction des maisons, pour s'assurer à long terme que ça reste abordable, puis aider aussi les ménages qui souhaitent faire une acquisition. Donc, c'est une question de qualité de vie. Et même pour nos villes, Montréal, par exemple, a toujours été vu comme une métropole culturelle en Amérique du Nord. Oui. Métropole gastronomique aussi. Donc, souvent, on dit que Toronto, c'est plate. Montréal, c'est le fun. Mais une raison, c'est parce que les gens, quand tu es à Toronto, à Vancouver, si tu dépenses la majorité de ton salaire à payer ton loyer, il ne te reste plus grand-chose pour faire des sorties, aller au théâtre, aller au restaurant. Donc, pour moi, c'est même une question, au-delà de la qualité de vie, au-delà d'aider les gens à réduire leurs factures, c'est aussi une question de s'assurer qu'on a des milieux de vie attrayants. Parce que si les gens ont plus d'argent dans leur poche à dépenser, bien, on va avoir des villes, des milieux de vie, des quartiers plus animés où est-ce que les gens vont pouvoir consommer davantage là, en restauration ou en théâtre ou en cinéma ou autre. Donc, tout ça pour dire que dans la campagne, je me suis engagé avec Catherine, la mairesse de Longueuil, à faire un sommet sur l'habitation qu'on va tenir. On a eu des rencontres, là, bientôt on va pouvoir vous dévoiler les détails. Mais ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est des idées innovantes, justement, pour faciliter l'accès à la propriété, faciliter l'accès au logement de manière générale, là, même si tu n'es pas propriétaire. Puis on va vouloir voir des projets inspirants qui se font soit au Québec ou même à l'international. S'inspirer. Donc, s'inspirer de ce qui se fait de meilleur ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres provinces. Ouais. Est-ce que l'effet de la pandémie, selon vous, là, va s'étirer encore là, sur plusieurs années là, concernant l'augmentation? Est-ce que c'est un effet qui
que vous pouvez entrevoir la fin ou vraiment c'est le début, là? L'impact, la pandémie sera certainement, même si c'est difficile aujourd'hui d'imaginer quand est-ce qu'on va s'en sortir après 2 ans, mais la pandémie va rester quand même un événement ponctuel dans le temps. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, c'est qu'il n'y aura pas plus de superficie à habiter. Donc, Laval va toujours faire 240 km². Mais la population va continuer d'augmenter. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'à long terme, on devra toujours trouver des solutions. L'habitation va continuer à être un enjeu. C'est ce qu'on voit dans toutes les grandes villes ailleurs dans le monde. Donc oui, il y a eu un engouement durant la pandémie, souvent pour des logements un peu plus grands, vu qu'on fait du télétravail. On souhaite avoir une maison ou un logement qui a plus de pièces pour pouvoir travailler à distance de la maison. Donc ça, je pense, c'est peut-être une nouvelle réalité qui va perdurer dans le temps. Mais je crois que les enjeux d'habitation vont vraiment perdurer. Donc, si on regarde ce qui se passe en Europe, en Asie, dans les autres villes canadiennes, ça monte, mais c'est rare que ça va redescendre. Les villes où il y a eu le prix des maisons ont descendu, c'est souvent des plus petites villes, des petits villages qui dépendaient d'une industrie minière. Puis là, quand la mine ferme, bien là, l'économie... dommages collatéraux là, font leur effet. Mais dans un grand centre urbain comme ici, l'économie est tellement diversifiée. Puis même, au contraire, Laval, on s'attend à 11 de croissance du PIB. On est la région au Québec avec la plus forte croissance économique. Donc, je crois qu'au contraire, il n'y a pas de risque d'effondrement du marché immobilier. Non. Donc, on va devoir continuer à trouver des solutions. D'organiser ça pour que, justement, les gens puissent avoir accès à un logement ou à une propriété abordable, mais tout en continuant de dépenser là, dans les arts, la restauration et tout ça pour que de préserver la qualité de vie des gens au final, puis de préserver leur pouvoir d'achat. Ouais. Excellent. D'ailleurs, parlant de qualité de vie, on a vu l'été passé, il y a eu quelques événements, là, des coups de feu, des choses qui mettaient la sécurité des gens en péril. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de la sécurité, non seulement routière, mais aussi la sécurité publique? Oui. En effet, on a beaucoup parlé. Il y a plusieurs gestes qui ont été posés. Entre autres, la Ville, on a investi 1,2 million supplémentaires dans nos équipes de police qui sont attitrés au crime organisé, au trafic d'armes à feu ou aux crimes plus violents. Montréal a fait la même chose. Il y a eu aussi des investissements de Québec, donc le projet Centaure, qui est venu investir plusieurs dizaines de millions supplémentaires. Donc, on a renforcé la capacité de nos services policiers à intervenir, à saisir les armes, à travailler auprès du crime organisé. Ça, c'est un volet. Mais il y a tout l'autre volet qui est la prévention. Donc, au-delà de l'action immédiate des policiers sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que nos jeunes n'aient pas, par exemple, vers le crime organisé? Oui. Nos jeunes, je crois, ont besoin d'avoir une certaine fierté, une reconnaissance. Ils doivent s'impliquer, ils doivent avoir des passions, ils doivent... tu sais, quand on est jeune, le sentiment, justement, de faire partie de quelque chose, d'avoir un rôle à jouer, de faire partie d'une gang, d'une équipe, c'est important. C'est souvent ça là, qui va faire le palier entre un jeune qui veut gagner sa vie honnêtement puis un jeune qui va aller vers le crime organisé, c'est de sentir une reconnaissance là, de père. C'est ça, exactement. Donc ça, la Ville, de concert avec la commission scolaire, de concert avec le gouvernement du Québec, je crois on doit contribuer à offrir des opportunités à nos jeunes. Et ça peut passer par le sport, l'appartenance à une équipe sportive, ça peut passer par des programmes culturels, des activités en dehors de l'école également, donc développer une passion, un hobby. Moi, personnellement, dans ma vie, ça a été les voyages, où est-ce que plus jeune, j'ai beaucoup voyagé, puis ça m'a donné une confiance en moi. L'écriture de livres aussi? Exactement. Donc, on doit donner des opportunités à nos jeunes. Et on a, entre autres, là, mis sur pied un programme qu'on a autorisé en décembre, un programme où est-ce qu'on va vouloir aider financièrement les familles à faible revenu qui souhaitent inscrire un enfant dans des sports. Donc, la Ville, on va venir financer à hauteur de 50 % les inscriptions. Donc, si une famille souhaite inscrire son jeune au hockey, au basketball, peu importe, mais qu'elle n'a pas les revenus suffisants, la Ville, de concert avec Sport Laval, on va venir aider ces familles-là. On a aussi, depuis déjà quelques années, investi 9 millions dans une politique de développement social à Laval. Donc, on travaille avec une trentaine d'organismes communautaires lavallois pour justement trouver des solutions, que ce soit à l'itinérance, à la pauvreté, à la marginalité.
Et c'est le genre d'initiative qu'on va vouloir poursuivre dans les prochaines années pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques là, au niveau de la sécurité sociale, mais aussi surtout pour donner un bel avenir à nos jeunes. Puis au niveau de la sécurité routière, peut-être moins alarmant là, que les événements qui sont arrivés l'été passé, mais là, avez-vous des projets pour nos routes à Laval, que ce soit les grandes artères ou les plus petites rues? Oui. On a, en effet, quand la sécurité routière, la vitesse dans les rues, surtout résidentielles, c'est toujours un défi à Laval comme ailleurs au Québec. Hein, c'est difficile de s'assurer que tout le monde respecte la sécurité routière, les vitesses. D'ailleurs, souvent, quand on reçoit une pétition pour ralentir la vitesse sur une rue, c'est pas rare que quand on demande aux policiers de faire une intervention radar, que beaucoup des signataires se retrouvent à avoir des tickets. Parce que des fois, on se rend même pas compte nous-mêmes qu'on va plus vite que la limite. Mais tout ça pour dire qu'à Laval, depuis déjà quelques années, on fait des mesures d'apaisement de la circulation. Okay. Donc, par exemple, on déploie des dos down à proximité de toutes les écoles à Laval. Il va y en avoir environ 700 dos down de déployés. Sur certaines rues, on a changé la largeur de la rue. Donc, quand une rue est moins large, on a tendance naturellement à ralentir. Donc, il y a différentes initiatives comme ça qu'on met de l'avant depuis quelques années. Et on est venu bonifier les budgets là, pour la prochaine année pour faire d'autres mesures comme ça. C'est des mesures qui sont très appréciées des citoyens, puis qui, en bout de ligne, encore une fois, peuvent sauver des vies, peuvent sauver d'accidents malheureux. Donc, c'est quelque chose auquel on croit et qu'on va continuer là, à mettre de l'avant. Si on parlait un peu maintenant là, de Stéphane, hein? Monsieur Boyer, Monsieur le maire, Stéphane, il est passé de conseiller municipal à maire, quand même à un jeune âge. Comment ça s'est passé, la transition? Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que c'était plus? Est-ce que c'était moins de travail? Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça encore aujourd'hui, cette transition? C'était ça à quoi je m'attendais. Oui, tant mieux. Dans le sens que je travaillais déjà de très près avec M. Demers. Donc, c'est certain que pour moi, il n'y avait pas d'inconnu. Je savais parfaitement dans quoi je me lançais. Même, j'aurais envie de dire, parmi tous les candidats à la mairie, j'étais probablement celui qui avait la meilleure compréhension du rôle, de ce que ça l'impliquait, de ce à quoi ressemble le quotidien. Donc, pas de surprise à mon niveau. Ça s'est bien fait. C'est certain qu'au lendemain d'une élection, bien, il y a beaucoup de choses qui changent, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux élus qui amènent une nouvelle vision, une nouvelle perspective, qui doivent eux aussi passer par la courbe d'apprentissage que j'ai vécue, que d'autres élus ont vécu lorsqu'ils ont été élus en 2017-2013. Mais un des premiers défis, je crois, c'est l'adoption du budget. Normalement, on commence à travailler le budget plus tôt dans l'année, là, au courant de l'été. Mais les années d'élection, ben là, on ne veut pas prendre pour acquis quel parti va gagner. Okay. Donc, c'est sûr que l'administration ne travaille pas à élaborer un budget si jamais ce n'est pas la même personne qui gagne. Donc, tout le travail commence au lendemain de l'élection. Mais il faut savoir que l'année financière de la Ville termine à la fin décembre. Donc, on doit avoir un nouveau budget prévu pour, en fait, quelques semaines après l'élection. Et c'est quand même un document de plusieurs centaines de pages. On parle à Laval d'un budget qui dépasse $1 milliard. Donc, c'est sûr que ça, c'est un exercice là, où est-ce que dès le lendemain de l'élection, tu dois te mettre en action et travailler pour réussir à accoucher d'un budget. Cette année, j'ai voulu faire les choses un peu différemment. J'ai pris le temps de rencontrer les différentes oppositions pour voir c'est quoi les projets qui leur tenaient à cœur, qui sont plus prioritaires pour eux dans leur quartier. Et donc, tout ça pour dire que j'ai profité quand même d'essayer de commencer à changer certaines choses, mais ça s'est somme toute très bien fait. Donc, bref, pas de surprise et je suis quand même assez heureux dans mon rôle actuellement. Puis un des grands défis là, que vous entrevoyez, là, parce que c'est sûr, il y en a plusieurs, mais un défi qui vous a un peu surpris, parce que vous semblez vraiment très en contrôle dans votre rôle, vous saviez à quoi vous alliez vous attendre, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait « Oh, ça, j'avais pas vu ça venir, puis ça va être quelque chose qu'il va falloir travailler ». Je vous dirais, je crois que les défis sont les mêmes que n'importe quel élu, c'est-à-dire que une ville ou un gouvernement, ça va à la fois très lentement et très vite. C'est-à-dire qu'on est capitaine d'un gros bateau qui prend du temps à bouger. Mais en même temps, l'actualité change à une vitesse folle. On doit être capable de répondre à tout, sur tout, tout le temps. Et donc ça, c'est quand même
un défi, c'est-à-dire que on a une vision pour notre ville. Cette vision-là, elle prend du temps à mettre en œuvre. Ça implique de changer des fois des orientations, des politiques, des règlements. On doit, après ça, si on a un projet en tête, encore faut-il trouver l'argent pour le financer, faire les concessions publiques. Donc, les projets prennent du temps à se mettre en œuvre, mais en même temps, le quotidien, là, se déroule à une vitesse folle. Donc ça, c'est quand même quelque chose de particulier à vivre. Oui, au niveau du quotidien, justement, là, le volet plus personnel, veut pas, la notoriété, on est plus reconnu quand on est maire. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, là? Oui. Bien, comme vous dites, c'est sûr que au niveau de la notoriété, avant comme conseiller municipal, c'est rare que dans une place publique, là, on se fait reconnaître. Exactement. Maintenant, ça arrive plus souvent. Et je vous dirais aussi mon rapport avec les employés, les autres élus, l'administration. Ça aussi, est-ce que vous avez senti certains de vos collègues peut-être changer de fusil d'épaule ou... Non, sincèrement, ça s'est très bien fait. Puis je trouve que j'ai une très belle équipe. C'est surtout moi, mon rôle. Tu sais, avant, comme conseiller municipal, je donnais mon opinion. Puis bon, j'étais un parmi tant d'autres. Maintenant, je suis maire, donc c'est sûr que je me garde un peu plus un devoir de réserve. J'écoute l'opinion de tout le monde avant d'essayer de prendre position. Donc ça, la dynamique, je vous dirais, c'est certain que c'est différent. Puis c'est plus une adaptation que moi, je dois faire. Donc, c'est ça, auprès de mon équipe, de mes collègues élus, auprès des employés aussi. Maintenant, autrefois, je n'avais pas vraiment de décision à prendre sur les embauches ou s'il y a des problèmes, alors que maintenant, ça repose un peu plus sur mes épaules. Donc, ça, c'est certain que c'est, je vous dirais, c'est peut-être la plus grande différence entre le conseil municipal et maire, c'est celle-là. La prise de décision. Bien oui, puis les relations avec les gens qui... Maintenant, en tant que maire, c'est sûr que chaque chose que je dis a un impact plus grand, que ce soit auprès des employés, que ce soit dans les médias. Donc, il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit, réfléchir 2 fois avant d'exprimer son opinion. Donc, c'est, disons, un changement au niveau personnel là, qui s'effectue. Puis au niveau justement des médias, bon, on sait maintenant, là, c'est plus seulement la télé, c'est vraiment les réseaux sociaux, Internet et tout ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'est créé une carapace là, dans toutes vos années en politique? Là, on le sait, les gens vous aiment à Laval, vous avez une belle réputation, les gens sont contents de vous avoir, mais est-ce que vous avez des gens pour vous aider si jamais il y a des commentaires sur les réseaux sociaux et tout ça? Est-ce que c'est des choses que vous prenez personnelles ou vraiment vous faites abstraction de tout ça? Vous faites votre travail? C'est un grand défi. Maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, en effet, on est exposé. C'est beaucoup plus facile, en fait, de rejoindre nos élus. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, on le sait, se gênent pas des fois pour dire des choses totalement grossières, en arrière d'un ordi, là, tu sais, on se cache. Là. C'est ça. Tout le monde a le droit à son opinion, mais après ça, il y a une façon de dire les choses, puis tout peut être dit dans le respect. Malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on constate. Je vous dirais, à mon niveau, c'est pas... En tout cas, pour l'instant, c'est pas un problème. C'est-à-dire que la plupart des élus vont vivre dans leur carrière des menaces de mort, des choses comme ça. Moi, ça m'est pas encore arrivé. Ça se peut que ça arrive un jour. Ça fait partie de la job, malheureusement. Mais cela étant dit, ça va quand même assez bien à ce niveau-là. Mais c'est une réalité. Quand on se lance en politique, il faut on le fait souvent par conviction. On a des valeurs, on a des idées. Il faut être prêt à les défendre. Et quand notre rôle, c'est aussi des fois de trancher. Et quand on tranche, bien forcément, il n'y a jamais 100% des gens qui vont être heureux avec les décisions. Il y a toujours des gens qui voient ça sous un œil différent, qui ont pris une décision différente, qui risquent d'apporter une critique. Puis c'est correct. La démocratie, c'est ça aussi. C'est la confluence de toutes les opinions, de tous les projets, de toutes les priorités. Et le rôle du politique, c'est un petit peu ça. C'est de décider, bon, l'argent, on la met où? La priorité, on la met où aujourd'hui? Donc, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Mais moi, je vis bien avec ça. Et... je vous dirais, c'est propre de la démocratie. Même chose dans les interactions entre les partis. C'est certain que quand on est dans l'opposition, notre rôle, c'est de critiquer ce que le parti au pouvoir fait comme action. C'est ça à tous les paliers. Et même, peu importe ce que le parti au pouvoir va tenter de faire, il va continuer à avoir des critiques. Mais c'est correct, puis c'est la vie aussi. Je pense que ce qui est important, c'est que les choses se fassent dans le respect. On peut être en désaccord. On n'est pas obligé pour autant d'être irrespectueux ou d'aller dans les insultes grossières sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas nécessaire.
Bien, c'est d'une façon très sereine là, que vous avez entamé votre premier mandat en tant que maire d'une grande ville. Puis, on vous souhaite un excellent succès pour la suite, pour vous, pour les citoyens également. Donc, parlant de la qualité de vie des Lavallois, on a 2 beaux projets qui sont sur la table, là, notamment les Jeux du Québec, un complexe aquatique. On pourrait développer un petit peu là-dessus en terminant. Oui, bien, tout à l'heure, on parlait de l'importance que nos jeunes s'impliquent, qu'ils fassent du sport. C'est bon pour la santé mentale, pour l'appartenance, c'est bon pour nous tous. Et en ce sens, il y a 2 projets qui s'en viennent importants pour Laval. Le premier, les Jeux du Québec. Ça fait 2 ans qu'on doit être la ville hôte des Jeux du Québec. Malheureusement, les Jeux ont été reportés 2 années de suite à cause de la pandémie. Donc, on a espoir que cette fois-ci soit la bonne. Jamais 2 sans 3. Donc, ça devrait se tenir cet été. Donc, ça va nous faire plaisir d'accueillir les jeunes athlètes de partout à travers la province, de toutes les régions du Québec, à venir nous visiter chez nous à Laval. Donc, ça, on a bien hâte. On a une équipe là, qui est en place, qui prépare ça, qui est prête. Et l'autre projet, bien, c'est le complexe aquatique. Donc, ça fait déjà de plusieurs années à Laval qu'on parle du manque d'espace de piscine intérieure pour pouvoir soit suivre des cours, faire de la natation, de la pratique libre, ou même là, avoir des bassins de nage pour nos familles, nos enfants. Et sur ça, il y a un projet de complexe aquatique qui se prépare depuis plusieurs années. On avait évidemment, sûrement les auditeurs le savent, là, on avait fait un appel d'offres qui, il y a 2 ans, on avait annulé parce que les prix étaient plus élevés qu'on croyait. Et donc, on est retourné en appel d'offres. On a fait des petites modifications au projet. Et là, l'appel d'offres est terminé. On ne se le cachera pas, le prix va être plus élevé que ce qu'on croyait initialement. Mais on a décidé d'aller de l'avant et d'octroyer le contrat parce qu'on pense que c'est une infrastructure qui est nécessaire pour tout le monde et que même si on repartait à zéro pour faire d'autres projets, les prix de la construction ne restent pas diminués. Donc ça va permettre, là, on estime environ à 60 000 entrées annuelles de Lavallois, Lavalloises qui vont pouvoir aller se baigner. Merci infiniment d'avoir été là pour notre émission en direct du Bureau du maire. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission, le mois prochain, avec le maire, M. Stéphane Boyer. Mon nom est Carla Benjivengo. Restez sur les ondes de Ma TV Laval.